Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Bonsoir, amis auditrices, amis auditeurs, merci d'être avec nous ce soir encore pour écouter Le métier à tisser de Mohamed Dib, troisième volet de la trilogie Algérie, après La Grande Maison et L'incendie. Nous avons commencé ce troisième volet la semaine dernière et vous avez vu le petit Omar, qui a maintenant 14 ans, se frotter au monde du travail. Sa mère a réussi à lui trouver une place dans un atelier de tissage. Il va rencontrer pour la première fois des jeunes comme lui, Hamdouche, un peu agaçant, et des adultes surtout. Et auprès de ces adultes, il va commencer à deviner ce qu'est la vie des grands. Nous avions laissé Omar en discussion avec notamment un de ces vieux dont les autres se moquent, Routi Lamine. Et pour la première fois, Omar s'est senti exister dans cet atelier parce que Routi Lamine s'intéresse à lui et à sa famille. Prête-moi ta plume. غير مع منك قص
Prête-moi ta plume. L'homme tomba comme une pierre dans la cave plutôt qu'il n'y pénétra. Il alla s'accroupir aux côtés de Sqli. Sa respiration grondait. Un grand silence se fit. C'était un de ces misérables vagabonds qui remplissaient la ville. Il posait sur les tisserands des regards en pointe d'haleine. Sa figure était cernée d'ombre. Omar revit en pensée le mendiant à qui il avait donné son pain un matin en venant à l'atelier. Même visage dur, même barbe hérissée dans les cavités des joues. « Je m'appelle Mohamed Ould Sheikh, dit-il, après un instant. Je suis un cultivateur du pays de Bni Boublen. Il agita la main en direction de l'ouest. Je n'ai plus rien. J'ai tout perdu. Tout. Terre, femme, enfants. Les hommes de loi ont fait de moi une bête errante. La voix était calme, neutre. Il contemplait le mur qui lui faisait face, d'où la chaux s'était détachée par plaques. Le soupirail dispersait une clarté trouble sur lui, sur son corps engoncé dans les plis rudes de la jleba. Il se tut, et le silence remonta de sous terre. Omar repassait ses souvenirs. Bni Boublen. Les beaux jours s'y mouvaient sereins, dans un balancement régulier d'éclaboussures de lumière. L'accent rocailleux du vagabond le tira aussitôt de sa rêverie. « Dieu vous préserve !» L'homme n'ajouta plus rien après ces mots. Les tisserands formaient une double fresque de visages figés qu'il observait en silence. De grosses voix s'élevèrent à l'entrée de l'atelier, et du pas lourd de leurs brodequins cloutés, des agents de police dégringolèrent l'escalier, y furent engloutis par la demi-obscurité de la cave. Ils ne surent pendant quelques instants où se diriger. Impatients à la fin, ils interpellèrent les tisserands. « Hé, vous! On cherche un type qui a filé. Il n'est pas ici ?» Mais ils avaient aperçu l'intrus, recroquevillé dans son coin. Ils se jetèrent sur lui, le soulevèrent par les bras et l'entraînèrent. L'homme se laissa faire. Toutefois, lorsqu'il eut à moitié grimpé l'escalier, encadré par les sbires, il se tourna vers les ouvriers. Il leur jeta un dernier coup d'œil. Une tristesse mortelle noyait son regard à présent. Ses yeux s'enfonçaient dans leurs orbites. Les tisserands ne proférèrent pas un son. Soudain, comme un nœud coulant étrangla Omar, il se demanda « Pourquoi ? Pourquoi, avant, pouvait-il vivre de la terre et aujourd'hui, non ?» dit Choul entre ses gencives. « Est-ce que la campagne s'est rétrécie ?» Celui qui a vu leur état, vraiment vu, grommela Lamine, qui ne voulait pas s'adresser à Choul en particulier, ne se permettrait pas de parler d'eux n'importe comment. Si vous voulez le savoir, c'est l'homme qui s'est multiplié. Autrefois, y avait-il autant de paysans? Pas du tout. Et pourquoi ne parles-tu pas des terres qu'on leur a volées? Mentionna Ukasha. S'ils avaient mieux défendu leurs terres, personne ne les leur aurait prises. Dieu a accru notre nombre et égaré nos esprits. Regardez-les qui pullulent dans nos rues
Qu'est-ce qu'on dirait? Dieu vous garde. Viendra le temps. Quel temps? Vous connaissez l'adage. Si ça se vendait, on ne l'aurait pas jeté. Ainsi d'eux, qu'il vienne ce temps. On verra bien. Hamdouche tout sauta, le cou tendu, le buste penché en avant. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pourquoi ne parlez-vous pas de nous? Nous ne voulons pas d'ennui, à cause d'un flah surtout. Qu'est-il pour nous? Dieu fera régner sa justice. Des plis se creusèrent au coin de ses yeux, et ses lèvres se retroussèrent. Qui osera dire que nous sommes des lâches, et qui n'aurait pas fait comme nous? Qui est-ce qui peut secourir un homme que la police poursuit? Bonnes gens, personne. Ce serait risquer gros, ce serait de la folie. Il a tout simplement eu tort de venir se réfugier ici. Nous aurions bien fait quelque chose, mais... Chacun de ces mots était une pierre lancée à ses camarades. Il partit soudain d'un long rire qui alla heurter la voûte, se répercuter contre les parois du sous-sol. « Ah ah! Vous dites? Vous n'avez rien dit? Vous craignez la férule? Je comprends ça. Nous acceptons notre sort, et ce sort est un pavé attaché à notre cou. Ces hommes déferont et referont notre pays, dit Hamza. Le rouquin s'esclaffa. « Et nous? Que ferons-nous » ? Le pays fermente, continua Hamza imperturbable. Et le pays, c'est eux. Ils se sont mis en marche, et c'est le pays qui marche. Ils sont partis de nous-mêmes, murmura Uqasha. Sa figure, enveloppée dans la barbe dévorante et noire, s'était assombrie. « Mais nous, que ferons-nous » répéta Hamdouche. « Nous sommes plutôt des hommes tournés à l'aigre, et ce serait une charité que de nous faire disparaître. Ces gens ne ressemblent à nuls autres, ni à Choul. » Il bâilla longuement, son visage gris redevint de pierre, ses yeux s'immobilisèrent vitreux. باردة وبنارها حرقاتو شعلت له جمرة في قلبه الحنين السقيا اللي شربها شبع ومرواتو وجنيه اللي سقاتهم معهم عطشانين الوردة اللي سقاها من عطرها أرماتو عطفوها غيرو فيها سمحين الطبيب ديالو يدو قرحاتو ومن عنده المرضى يخرجوا شافين دنيا يتمناها الغريب فرحاته هو نكراته خلته حزين دنيا يتمناها الغريب فرحاته هو نكراته خلته حزين
لحبابه صعب حياته راهي قاسي ما هم عارفين الثقة اللي في قلبه من زمان ما قطعته سمحوا فيه وما هم حاسين عطاها هدية صباح العشية نساتو وشفات على اليهدى والها هادي سنين يتمناها الغريب فرحاتو هو نكراتو خلاتو حزين. Prête-moi ta plume. Uqasha s'irrita. De ce qu'ils ont subi, nous ne savons rien. Et nous n'en saurons probablement jamais rien. Ils affluent de terre maudite. Les voilà maintenant qui se prélassent dans la ville, se couchent n'importe où, encombrent les rues, repartit Choul indolemment. On dirait un Européen qui parle. Pourquoi? Quel mal y a-t-il à parler de la sorte? Reconnaissez qu'ils sont habitués à vivre comme des bêtes. Les Européens n'ont fait que ce qu'il fallait en débarrassant la ville plusieurs fois de suite. Mais nos frères sont engeance sur laquelle rien ni personne n'a de prise, sauf peut-être celui qui les a créés, et encore. Puis après un temps de réflexion, Choul ajouta « Je me demande ce que nous serions devenus s'il n'y avait la massue de l'autorité française brandie au-dessus de notre tête. Je me le demande vraiment. Nous nous serions dévorés à coup sûr. » Il se récura la gorge, cracha et dit encore « Pire que des loups !» Hamdouche lui décocha une obscénité. « Ce n'est pas sûr que tu aies dans ta culotte ce qu'il faut pour être un homme. » Choul lui fit un vilain geste. Dans l'atelier, plusieurs ouvriers furent pris d'un gros rire, tandis que d'autres grognaient. Omar songeait à tous les mendiants dont la foule errait par la ville, si misérables dans leur solitude. Un mouvement de révolte contre ses compagnons grondait en lui. Il avait envie de marteler de ses poings ces visages qui grimaçaient dans la pénombre. Il avait soif d'air. Les tisserands continuèrent à se jeter les uns sur les autres, prêts à mordre, tels des chiens hargneux. Il faut vivre les uns pour les autres, marmotta Lamine dans sa barbe, et Dieu veillera sur nous. Devenu encore plus sombre, Uqasha se désintéressa de la conversation. Au dernier mot qu'il avait prononcé, sa voix s'était brusquement voilée. On eût dit que les sons ne lui passaient plus. Il avait des mouvements secs, nerveux. Omar surveillait ses yeux qui étincelaient, sévères. De sa voix bizarrement grêle et monotone, Moulay Beaunoir gémit. « Pourquoi discuter de ça ?» Il se mit à tousser. Et dans ses yeux, des larmes montèrent. Elles roulèrent lentement à travers son visage de suifrance, sans qu'il eût l'air de s'en apercevoir. « Voilà, » dit Hamdouche en hochant la tête. « On en parle parce que... De quoi d'autre veux-tu qu'on parle ?» Il se tut, regarda Moulay Beaunoir d'une façon qui lui était inhabituelle. Il était sérieux et pensif. La toux de Moulay se fit plus opiniâtre. Le tisserand se courbait si bas sur son métier que sa tête touchait l'ensouple. « Vrai, tu es un sage. Pourquoi parler de ça ?» lui dit le rouquin doucement.
هكدا حقدا وسمية طليت بدلي في الصفات تعدوي فيا غير بشوية عيت مع دابك بركة التذكيرة خلصتها غالية بديت معايا شي وردات قلت القاسم طولية بلاصيتها والضو تفات قلت روحي في تمثيلية والديكور خوف ودمومات طلعتيني ودورتي عليا عندي جدي بس حنان أحسر عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات ساميني وقالي حدايا واحكيهم لي بيتبان علاش سمية طليت بدلي في الصفات تعدوي فيا غير بشوية عيت مع دابك بركة زعف كي جابت له لبنان أحسن عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات ساميني وقالي حدايا واحكيهم لي بيتبان علاش سمية طليت بدلي في صفات الدنيا غير بشوية عيت مع دابك بركة الهادج ما حمل أحسر عليك يا دنيا فيك حكاية وحكاية ساميني وقاعد حدايا واحكيهم لي بيتبقى ليش هكدا حقدا وسمية تقولت لي في الصيفات عدوي فيا غير بشوية عيت مع دابك بركة صليت الفت الصلاة
كيسلم نسى التحية كده حنسى زوج ركعات أحسر عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات ساميني وقاعد حدايا واحكيهم اللي بيتابع علاش سمية طلعت بدني في الصفات تعبي فيا غير بشوية عيت مع دارك بركات يضل يبدل في الجلدان نصيحتي نتركها بتالية باش نختم بها البيان أحسر عليك يا دنيا فيك حكاية وحكاية. Prête-moi ta plume. Quand j'avais ton âge, Aukasha resta un instant sans dire mot. Il appliqua alors une tape sur l'épaule de Omar. « Oh, laissons ça, fit-il. C'était la première fois que le garçon mettait les pieds dans ce café. Il était content d'être là, comme il était content d'être avec Aukasha. Respirant une odeur fraîche d'eau et de baquets moisis, Omar se taisait, regardait autour de lui. Il attendait ce qu'allait dire Aukasha. Mais celui-ci demanda « Café ou thé ?» L'enfant hésita et finit par répondre « Thé ». Aukasha cria « Un café et un thé, patron !» Le cafetier s'affairait derrière un petit comptoir, dans une ombre où brillaient les faïences blanches à fleurs bleues de l'oudjak. Il ne dit rien, mais il se mit aussitôt à fourrager dans ses ustensiles. Assis en face de Omar, Aukasha avait le dos tourné à la rue. Il n'y avait pas grand monde dans ce café. Le patron apporta le café et le thé. Des murs enfumés, tout noirs, jetaient dans la salle une ombre paisible, reposante. Les autres clients n'échangeaient que de rares paroles. Omar, les yeux fixés sur le fourmillement lumineux de la rue, prit le verre de thé brûlant, surmonté d'un panache de menthe, le porta à ses lèvres et aspira longuement le liquide doré. Aukasha soupira. Il sourit et dit « Je suis inquiet ». Omar reposa son verre. « Je n'étais pas tranquille, déjà, » reprit Aukasha, « et maintenant avec tous ces hommes qui remplissent la ville. Oh, il n'y a rien à craindre d'eux. » Enfant. Aukasha se mit à rire. Mais l'instant suivant, il fut moins gai. Je n'étais pas tranquille déjà. Et voilà que je sens un grand poids sur mes épaules depuis que j'ai vu ces hommes. Omar se taisait, gêné de s'être mépris sur le sens des paroles de son ami. Aukasha se tut aussi. Ils entendirent, au cours de ce bref intervalle de silence, les propos espacés, évasifs de leurs voisins. Et je suis devenu plus inquiet, dit Aukasha. Il promena ses regards sur les murs sombres, considéra l'oudjak, qui ressemblait à un petit mausolée
irradiant sa blancheur dans la demi-obscurité du café, la haute bouilloire qui y était nichée, le patron qui lui faisait vis-à-vis, puis il regarda Omar. Il dit alors qu'il se sentait quelque chose de nouveau dans l'âme. Et il questionna Omar. « Est-ce que tu crois en Dieu ?» Je commença par dire l'enfant. Urqasha le dévisageait. « Je ne sais pas. » Un petit homme avec une forte barbe qui se trouvait tout près d'eux partit d'un rire discret qu'il communiqua aux autres clients. Urqasha et Omar se retournèrent d'un même mouvement pour le regarder. « Mais vraiment, tu ne sais pas ?» s'informa Urqasha. En disant cela, ses yeux contemplaient le vide. Omar ne répondit pas. Urqasha baissa la tête et resta muet. Le gosse observait, anxieux, par-delà l'épaule de son compagnon, la rue pleine de lumière, de mouvements, de bruit. « Il me semble que je ne suis plus en paix avec moi-même, » déclara Urqasha. Il avait parlé d'une voix étouffée. Il leva les yeux sur Omar et ajouta tout haut « Oh, je n'ai rien de particulier à me reprocher. » Puis il murmura « Je parle en général. » Et il continua « Il ne suffit plus de croire pour se sentir l'âme en paix. J'aurais voulu, bien sûr, j'aurais aimé croire et me trouver en paix avec moi-même. Mais je crois et je ne me sens pas en paix. » Brusquement, avec une violence contenue qui fit battre le cœur de Omar, il s'exclama « C'est comme si je n'avais plus rien à faire dans la vie. Je me sens comme ça, ma parole !» Il plantait sur Omar ses regards noirs qui étincelaient. Oui, Omar se sentait malheureux. Urqasha se mit à rire tout bas. Ni l'un ni l'autre ne causaient plus, retombés dans le silence des gens d'ici, qui restent des heures côte à côte, sans échanger un mot. Quelques instants après, ils sortirent. Les gens allaient dans la lumière duveteuse, la ville paraissait récurée, grattée à vif par le soleil printanier. Omar pensait toujours aux propos de Urqasha. Les manières calmes du tisserand, son humeur égale, quoique réservée, avaient quelque chose de réconfortant. Quand on connaissait la nature extravagante du rouquin, par exemple, on ne pouvait qu'être sensible à la placidité de Urqasha. Omar sentait celui-ci d'un tempérament réellement affectueux. Malgré cela, il n'arrivait pas à se défendre contre le malaise que ses propos avaient éveillé en lui. Sortant du flot de passants, un vieillard en loques, au large visage grêlé, venait à leur rencontre, tâtonnant devant lui avec un grand bâton. Tout en s'avançant, il grignotait un quignon de pain et, de temps en temps, y faisait retentir sa voix forte. « Soyez bons, frères, pour ce pauvre aveugle !» Ses yeux morts sous les paupières rouges et tuméfiées semblaient irrités. Une détresse de bête se lisait sur sa face ridée, envahie par une épaisse barbe sale que poissait la salive. Urqasha se serait heurté à lui sans le voir, s'il n'avait reçu le bâton dans les jambes. Il lui prit alors la main et le remit dans son chemin. À la porte Boumediene, une énorme foule trafiquait. Des femmes et des fillettes vantaient leurs miches de pain d'orge, des fripiers étalés sur le sol
toutes sortes de hardes. Avec leur accent guttural d'hommes du Sud, des conteurs entretenaient les cercles de désœuvrés des exploits des héros du temps jadis. De discrets marchands à la sauvette, se faufilant entre les groupes, faisaient des signes complices aux passants et leur proposaient des denrées contingentées. Sucre, savon, huile, farine. En ces temps de restriction, un véritable marché clandestin s'était installé là. À l'arrière-plan de ce monde grouillant qui ne cachait sa misère ni ne s'en souciait, régnait, divinité inaccessible et impersonnelle, les agents de police qui appartenaient, eux, à un autre monde, le monde qui menace. Omar et Okasha arpentèrent ainsi les rues pendant quelque temps, puis ils se séparèrent. السماء والبهاء في رباء الحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواء هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ سمك موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدة كالعبيد لا نريد ذلنا مؤبدا وعيشنا منكدا ذلنا مؤبدا وعيشنا منكدا لا نريد بل نعيد مجدنا التليق موطني Prête-moi ta plume. Ils mangeaient qui du pain et du petit lait, qui du pain et des olives. Certains accompagnaient leur pain de pommes de terre cuites dans beaucoup d'eau et une larme d'huile. Ils mastiquaient, silencieux. Au-dessus de leur tête, de longues toiles d'araignées pendaient, oscillant mollement. Une poussière pelucheuse formait un tapis blanchâtre,
dans lequel, à intervalles réguliers, ils envoyaient des crachats. La même poussière s'accrochait en flocons impalpables à toutes choses. Les bois des métiers, les aspérités des murs, les fils électriques, la corde qui courait d'un bout à l'autre de l'atelier. Hamdouche, excité comme toujours, avait fini de manger le premier. S'étant essuyé la bouche d'un revers de la main, il questionna Okasha d'un ton ambigu. « Dis donc, est-ce vrai que tu t'es mêlé de politique et que tu as eu à t'en mordre les doigts ?»« La politique. Tout le monde en fait. » Okasha posa son regard calme sur Hamdouche sans cesser de remuer les mâchoires. Piqué, le rouquin repartit. « Je ne te comprends pas. Si moi, par exemple, je m'occupe de mon travail et me fiche du reste, tu fais aussi de la politique. » Cependant, la déclaration du rouquin avait provoqué les ricanements de Choul. Hamdouche était bien le plus irrégulier des ouvriers. Il n'avait de cesse qu'il eût changé d'atelier au bout de quelques jours. Il avait ainsi fait le tour de la ville. Ça alors? Et quand je vais chez Zaza, je fais de la politique? Hamdouche se mit à rire à gorge déployée, se réjouissant de sa bonne blague. Zaza, une prostituée des bas quartiers, était l'élu de son cœur. Les autres se taisaient. Là-haut, on voyait à travers les vitres du soupirail des silhouettes passer dans une grisaille lumineuse. Les bruits de la rue parvenaient jusqu'à la cave, mais amortis et incompréhensibles. « L'inspecteur Neuf-Neuf » déclara Mustapha Rzak. Il s'interrompit et s'étira longuement. L'inspecteur Neuf-Neuf, continua-t-il, un jour qu'il me mettait à la porte de la prison, m'a dit « N'as-tu pas honte de passer ta vie à te saouler? Il faut être raisonnable. » Ah, que je lui réponds. J'ai travaillé toute mon existence et malgré ça, je suis resté au même point. J'ai donc décidé de travailler juste assez pour gagner de quoi boire. « Tu en crèveras, Mustapha, m'a-t-il dit en me poussant hors de prison. Alors, j'ai eu envie de lui répondre. Moi, je m'enivre, mais toi, comment te consoles-tu, imbécile, en faisant souffrir tes semblables ?» Mustapha Rzak promena son regard rêveur à travers l'atelier. Il avait un visage long et maigre. Il ajouta « Quelle est l'utilité de la vie ? Aucune. Alors je bois, et pendant que je suis saoul, j'oublie l'imbécilité des hommes. » « C'est pas sûr, » dit Hamza. L'autre ne répondit pas, mais il donna un coup de poing sur un métier. « C'est possible. »« À part ça, tu aimes trop le vin, » plaisanta Choul. Rzak poussa un soupir, balançant la tête comme quelqu'un qui en a trop long à dire. Assis sur une marche de l'escalier à l'écart, les mains nouées autour des genoux, Hamdouche écoutait les sons confus qui s'élevaient dans la ruelle. Son beau visage aux traits réguliers avait une expression concentrée. Une moue gonflait ses lèvres. Sa chemise bleue s'ouvrait sur la blancheur de sa poitrine parsemée de poils blonds. Tout ça ne vaut pas grand-chose, marmonna-t-il. Pour toi, il n'y a que Zaza qui vaille quelque chose, dit Choul. Sa bouche sans dents s'évasa largement. Il bâilla puis gloussa.
vous faites la paire ?» Au nom de sa maîtresse, le rouquin ouvrit tout grand les yeux. Hamza se rapprocha d'Okasha et lui demanda sur un ton de confidence. « As-tu été en prison, toi ?» Okasha ne lui répondit pas. « La politique, qu'est-ce que c'est ?» s'écria Hamdouche. Ironique, la voix de Hamza scanda. « Algérie, Algérie, où sont tes hommes ? Qu'est-ce qui les tirera de leur sommeil ? Le chagrin populaire est grand, le chagrin populaire est immense. » Hamdouche poussa un grand cri qui fit sursauter tout l'atelier. Ensuite, il feignit de pleurer à petits coups. Hamza continua. « La politique est une chose compliquée que chacun traite à sa manière. Les uns disent qu'il faut donner toutes les terres aux paysans, les autres proposent « Donnez-nous tout et nous partagerons avec justice entre les enfants du peuple. » Comme tu vois, la politique se soucie du bien-être du genre humain. « Bon, mais nous, les tisserands, fit le rouquin, nous sommes de la merde. » Hamdouche jeta un regard méprisant à Hamza et détourna la tête. « Un forçat, murmura-t-il, et un ancien forçat, surtout, n'est qu'un âne batté. » Dans son coin tout seul, Roté Lamine marmottait selon son habitude. Il remuait beaucoup les lèvres sans élever la voix, comme s'il faisait et refaisait sans fin le compte de ses pensées. Ayant fini de manger, Omar alla se joindre aux deux autres apprentis qui, à l'extrémité de l'atelier, faisaient sauter en l'air en se récriant des lames de roseau qu'il recevait ensuite sur le dos de la main. « Prête-moi ta plume. »« Les jours s'allongent, » dit le gargotier. Il réfléchit, puis il ajouta. « Hitler a trouvé à qui parler à l'Est. » Il se tut, mais comme s'il n'avait pas exprimé toute sa pensée, il reprit. « Le Russe lui fera mordre la poussière, c'est certain. » Okasha remua imperceptiblement la tête à ces mots. Le patron se tenait derrière son comptoir, chargé de victuailles sans fraîcheur. Accoudé à l'une des longues tables de la rôtisserie, Okasha contemplait le verre de thé où macéraient des feuilles d'absinthe, posées devant lui. La joue dans la main, il tirait des bouffées régulières de sa cigarette. Omar éprouvait la sensation presque physique du temps qui passait. Dans la rôtisserie, il y avait encore un homme à l'allure de colporteur, un paysan, et deux jeunes gars de 18 à 20 ans, nu-tête, habillés à l'européenne. Les bruits qu'ils faisaient s'étouffaient dans cette atmosphère qui suait la graisse et dont les relents avaient fini par s'incorporer à l'air, aux tables rudimentaires et délabrées, aux murs, au sol noir, aux bancs patinés. La lumière manquait dans la salle. Le jour, tamisé par la porte vitrée, était gris. De la rumeur de la rue ne parvenait qu'une vibration feutrée. Après ces paroles, le patron souleva la théière qu'il tenait constamment au voisinage du foyer et remplit jusqu'au bord un verre. Ensuite, sans mot dire, il vint le poser devant le garçon. Celui-ci refusa cependant le bouquet d'absinthe que l'homme lui tendait, l'arôme de la plante lui chavirant le cœur. Le gargotier n'insista pas. Omar comprenait qu'il faisait plaisir à Okasha d'être venu. Le tisserand
passait entièrement ses dimanches dans l'Amtebra. Lui et le patron étaient de vieux amis. Ils partageaient ensemble le goût de la méditation et celui du thé à l'absinthe. Juste à ce moment, la porte s'ouvrit et l'enfant fut surpris de voir Hamza entrer. Hamza qui s'approchait souriant. « Hé, on vient retrouver les copains !» Il contourna la table et s'assit près de Urqasha. Toute conversation avec Urqasha devenait maintenant impossible. Omar tourna la tête vers la salle, observa les deux jeunes gens, costumes européens. Ils occupaient le centre de la rôtisserie. Hamza causait, et au milieu d'une phrase, il s'arrêta et ronchonna. « Trêve de baliverne !»« Pourquoi ?» fit Urqasha. « Pour rien. » L'ex-prisonnier ne dit plus un mot. « C'est nous, alors, qui avons peur ?» s'étonna Urqasha. « Que nous bougions un peu, et tu verras s'ils ne feront pas dans leurs culottes. » Hamza secoua la tête. « Ils vous jetteront un os, et vous redeviendrez dociles, comme des caniches. Ils vous ont appris à filer doux. » Il parlait avec une calme assurance qui conférait à ses propos le poids de l'évidence. Urqasha eut un sourire contraint, baissa la tête, ses mains s'étaient mises à trembler. Il gronda tout bas. « Ils nous ont appris à filer doux. Il ne faudrait pas trop s'y fier. » Hamza haussa les épaules. Urqasha darda son regard noir sur lui, puis il lança de rapides coups d'œil dans la salle. Le même sourire contraint reparut sur ses lèvres qui se tordirent légèrement dans la broussaille de la barbe. Quelque chose de tourmenté, d'ombrageux, se trahissait dans ses mouvements. Ce n'est pas leur faute. Si les gens sont comme ils sont, bougonna l'ancien forçat. « Prête-moi ta plume. » Omar observait toujours les deux jeunes gens. Sa curiosité est excitée. Ils se carraient sur de vieilles chaises dont la paille partait par le fond, les jambes largement écartées, dans une attitude peu en conformité avec la misère du lieu. Soudain, ils manifestèrent des signes de malaise, comme s'ils étaient surpris de se trouver là. Un des leurs venait d'entrer. Mais celui-ci, après qu'il eut salué le monde d'un « salam » lancé bien haut et demandé de la porte s'il y avait de la harira, alla s'attabler dans un coin sans s'occuper d'eux. Omar reconnut le nouvel arrivé qui lui fit un signe amical de la main. C'était Djemal Terraz, un authentique fils de grande famille, lequel tirait le diable par la queue. Omar entendit Hamza dire à cet instant « Voilà !» Et le pâle regard du tisserand tomba sur lui. L'homme le considéra pendant quelques secondes avec attention, mais sa pensée flottait ailleurs. Un sourire matois effaçait la laideur de sa trogne épaisse. Urqasha scrutait Hamza de dessous ses sourcils volumineux. Lui, son regard était dur, et son sourire avait disparu. Hamza poursuivit. « Les nôtres, c'est bien certain, sont des esclaves. Rien, dans les liens qui les ligotent, ne leur est avantageux. Pourtant, ils les supportent. » Il avait articulé ces mots d'une voix basse mais nette. Omar ne put se défendre contre l'instinctive inquiétude qu'éveillait en lui cet homme au crâne démesuré. « Prête-moi ta plume. » «
Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani.